Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est de retour avec un bronzage intégral. Monsieur Page, bonjour. Ah, t'aurais dû me voir en speedo. Oh, oh, oh! Wow, le café remonte un peu. Alors, c'est vraiment, à soir, on fait peur au monde, hein? Ah, ben, écoute, les petites madames se retournaient sur mon passage. Parle-moi donc du 29 février, c'est quand même ah ben oui, une date particulière. Justement, c'est le temps de sortir son speedo. Particulièrement... Le 29 février, tu sais que presque toutes les fêtes du calendrier sont liées à des traditions, à des superstitions. Et dans le cas du 29 février, il y a une vieille tradition anglo-saxonne qui veut que ce soit les hommes qui reçoivent les demandes en mariage cette année-là. Donc, on se met beau. Et puis, on attend les demandes des madames. Donc, les madames peuvent demander à se marier le 29 février. Donc, contrairement à ce qui est d'habitude la coutume, où ce sont les hommes qui demandent en mariage les dames, là, les dames peuvent demander aux hommes de se marier le 29 février. Ça ne tente pas? Là, il y a un hic, c'est que apparemment, toujours selon cette même vieille tradition, si un homme repousse une demande en mariage un 29 de février, ben son année est gâchée. On nous dit que cette année-là sera une année épouvantable avec des drames et des conséquences avec lesquelles il aura malheureusement à vivre. Donc ça, c'est pour notre 29 février. Ouais, mais si tu veux pas, tu dis elle ou une mauvaise année, m'en prendre la mauvaise année. C'est pas bien fait. Bon. Alors, ce voyage en Floride, ça a été... oui, ça a été vraiment extraordinaire. Oui? Donc, magnifique température d'ailleurs. Moi, je ne m'en plaignais pas. Mais écoute... Écœure-nous pas, OK? Oui, mais je sais. Mais là, au moment il neige, là. Écoute, voilà. Au moment où j'ai débarqué en Floride, tu sais, il faisait 29-30 degrés à peu près. Les gens, les locaux, comme on dit, se plaignaient un peu d'une température trop chaude en cette période de l'année. Ouais, mais moi, ayant appris que vendredi dernier, vous aviez eu une tempête de neige, j'avoue que j'avais les yeux pleins d'eau et j'ai versé une petite larme. T'es pas fait. Donc, ça a été un temps magnifique. Et puis, j'étais là, évidemment, pour faire des tournages, des entrevues. Et tout ça en vue, bien sûr, il y aura des éléments là-dedans qui seront présentés, et j'en profite pour le dire, à ma conférence du 10 mars prochain. Oui, je l'ai dit, mentionnons-le. Et j'y serai, d'ailleurs. Je compte y aller, c'est à moins d'imprévu, mais je compte y aller. Donc, j'espère que tu seras moins sceptique. En tout cas, j'espère que tu en ressortiras plus convaincu que je réussis à te convaincre ici. Si je reste réveillé, ça va déjà être ça. C'est à quelle heure? Donc, c'est le 10 février prochain. C'est dès 18h30. En fait, les portes ouvrent à 18h30. La présentation débute à 19h30. Okay. Et la thématique, c'est contact avec l'au-delà, sous toutes ses formes. Donc, l'histoire du spiritisme, les communications avec les fantômes, la transcommunication. Donc, tous les phénomènes de communication avec l'au-delà seront passés au crible. Ça, c'est samedi dans donc, c'est samedi dans 10 jours, donc le 10 février. Ça se tient... 10 mars. 10 mars, oui, excuse-moi. Et ça se tient ça augure bien. Oui, contact avec l'au-delà. C'est où? Et ça se tient à la base militaire de Longue-Pointe, qui est située au coin des rues Langelier et Hochelaga à Montréal. Est-ce qu'il y a du stationnement? Oh oui, il y a un grand stationnement. Donc, on rentre et d'un coup, la guérite passée, on a tout le stationnement disponible et on peut se présenter à la salle. OK, parfait. Ça se tient d'ailleurs aux messes des soldats et caporaux de la base militaire. D'accord. On demande son chemin, de toute façon, si on est perdu. Absolument. OK. Et il y a cette rencontre avec un fantôme de la Floride, Écoute, et les gens diront que c'est un canular, un stunt publicitaire, oui. Mais pas du tout. Écoute, durant ce voyage à travers la Floride, j'ai visité, c'était une série de reportages pour une série télé donc que je suis en train de préparer. Et puis évidemment, je suis passé dans toutes les sphères d'activité. On a parlé ovni, maison hantée, détection par des détectives psychiques là, de criminels. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé à Brooksville. Brooksville, c'est une petite agglomération qui se trouve à l'ouest d'Orlando. Et il y a là une vieille maison ancestrale qui s'appelle la May Stranger House. Donc, je me trouve là. On nous dit que cette maison est hantée. Donc, pour faire un bref historique des lieux, la maison a été construite au milieu du 18e siècle. Et puis, on y a connu toute une série de drames. Donc des enfants qui sont morts en bas âge, probablement de tuberculose. On appelait ça la fièvre jaune à l'époque. Donc, ils sont morts probablement de tuberculose. Et des femmes qui sont mortes en couches. Là. Donc, c'était assez le lot, d'ailleurs, à cette époque, hein, le milieu du 19e siècle. 19e siècle, c'était malheureusement le lot de la famille. Des morts en bas âge, des femmes qui mouraient en couches. Donc, dans cette May Stranger House, donc, on retrouve tous ces éléments-là. Donc, la parfaite concoction
concoction pour se retrouver avec des fantômes. La maison a été un temps abandonnée et puis, disons, depuis le début des années 90, la maison a été transformée en musée. Elle compte quelques 150 000 artefacts qui viennent de toutes les régions des États-Unis parce que c'est un musée qui est dédié à l'histoire américaine. Donc, on retrouve quelques 150 000 artefacts qui viennent de tous les coins des États-Unis avec, évidemment, une couverture historique. On a des objets qui viennent de la guerre de la Sécession, la guerre d'indépendance, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a plein d'objets. Et il y a probablement toutes sortes d'esprits associés ou liés à ces objets. Et on nous raconte que dans la Mace Ranger House, l'un des fantômes les plus souvent, qui apparaît le plus souvent, est une petite fille de 3 ans décédée au 19e siècle, oui, qui s'appelle Jessie May Saxon. Et cette jeune fille de 3 ans, donc décédée, se manifesterait de façon espiègle à l'intérieur de la maison. On a aménagé au 2e étage une chambre d'enfants de cette époque, donc de l'époque victorienne, avec un berceau et à l'intérieur des poupées avec, tu sais, les vieilles poupées qui faisaient peur, avec des têtes en porcelaine. Il me semble que j'étais un enfant à cette époque, j'avais eu peur de la poupée, là. Donc, on a aménagé ça et on raconte que la petite Jessie May n'aime pas qu'on joue avec ses poupées. Elle a fait apparemment de ses poupées en tête de porcelaine ses jouets favoris dans l'au-delà. Donc, tous ceux qui touchent de façon obstinée ces poupées, bien évidemment, reçoivent des gifles, reçoivent des coups de pied, etc., par le dit fantôme. Alors, écoute, et j'arrive à mon histoire. Je me trouve sur place et évidemment, quand on fait des tournages comme ceux-là, on a toujours un peu le privilège de se retrouver sur place après les visiteurs, tout ça. Donc, on met à notre disposition les lieux. Je me trouve sur place. La fermeture de la maison se fait à 3h l'après-midi. Je suis donc là avec mon équipe de tournage. Et puis, je fais mes entrevues. Les propriétaires, les curateurs du musée me racontent toutes ces histoires de fantômes. Et là, évidemment, moi, j'aime toujours ça un peu défier le surnaturel. Alors, je me promène dans la maison, je me retrouve dans la chambre avec le berceau et les fameuses poupées en tête de porcelaine, et je me mets avec l'index à tapoter l'une des poupées en disant « Hey, petite Jessie May, as-tu envie de jouer avec mon oncle Christian? » Ça peut être très mal interprété, ça, hein? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Fait que je me mets à tapoter sur la poupée comme ça, et ma conjointe qui est avec moi me dit « Écoute, fais pas ça, parce qu'elle est plus réceptive, un peu aussi naturelle. Ah ouais, elle est très embarquée là-dedans. Et puis elle me dit, fais pas ça. Elle la sentait pas bien avec ça. Alors bon, l'affaire reste là. Je me retrouve dans la maison. Je guide mon caméraman. Toi, t'as gossé la poupée. Oui. Non, je gosse la poupée, rien n'arrive. Ah ouais. Et là, bon, peut-être une demi-heure après, 45 minutes, je me retrouve au grenier. Le caméraman est en train de filmer, donc sous les combles, là, ce qui se passe là. Et puis à un moment donné, évidemment, il se passe rien, mais bon, on filme les lieux. Et puis à un moment donné, je te jure, Benoît, j'ai vaguement eu l'impression de sentir une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. Évidemment, les toits, les maisons de ce type-là ne sont pas parfaitement isolés. La Floride n'est pas le Québec. Il y avait, c'est sûr, des courants d'air. Mais ce que j'ai ressenti, c'est distinctement la main d'un enfant qui se refermait sur mon avant-bras. À un point tel que j'étais surpris, j'ai sursauté. Puis je l'ai même confié au caméraman. Donc, on m'entend sur la bande audio dire « Tap, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? » C'est pas ta blonde? C'est pas ta blonde qui t'a pris le bras? Non, donc j'ai senti ce frôlement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques instants plus tard, je me retrouve à nouveau dans la fameuse chambre avec le berceau et les poupées en porcelaine. Je suis là, le caméraman est dans le corridor. T'es pas retourné gosser la poupée? Non. Je suis là parce que je regarde de quelle façon je veux que la prise de vue soit tournée. Ouais. Donc, pendant que le caméraman filme dans le corridor, je me retrouve dans la pièce, je regarde, il y a les fenêtres éclairées par la lumière extérieure, je me dis, bon, quel va être le meilleur angle? Et à ce moment-là, une balle en plastique, en caoutchouc, qui était sous le lit, a sorti du lit, a roulé devant moi et a traversé la pièce. L'as-tu filmé, ça? Non. Ben non, le caméraman est dans le corridor. Évidemment, Benoît, on dira toujours, oui, mais c'est une vieille maison. Peut-être qu'en marchant dans la pièce, il y avait la balle en caoutchouc sous le lit. J'ai peut-être déplacé une lame en bois qui a fait boucher la balle, qui a sorti sous le lit. Mais écoute, quand tu es là, tu te retrouves là. Pour moi, il n'y avait aucun mouvement. J'étais là, debout, je regardais la fenêtre, je regardais de quelle façon on allait prendre la meilleure prise de vue avec la lumière extérieure. Et soudain, je vois cette balle qui roule de dessous le lit, passe devant moi et va s'arrêter sur un des meubles dans la pièce. Alors évidemment, je suis sorti. Ah oui, as-tu eu peur? Non, pas vraiment. J'ai été surpris, beaucoup plus surpris que... C'est quoi la différence dans ta réaction? Ça a été... Ah oui? T'es un peu heureux, finalement, hein? T'as peur de ça, toi? As-tu peur des fantômes? Non, je crois pas, moi. Non, je suis pas très peu... Mais si tu fais prendre le bras...
Oui, ça me... En fait, dans les As-tu deux... eu peur? As-tu eu dans des les frissons? deux cas, j'ai été surpris. Mais c'est quoi surpris pour toi? Surpris, Physiquement, qu'est-ce qui t'arrive? on sursaute, Ah, on tu se sursautes? dit, oui, puis là, on se revire de Maman! Non. Non, pas maman. Jusque-là, c'est... OK. On s'arrête sur ces onomatopées incompréhensibles. On est avec Christian Page. Avec Christian Page, Christian, il y a aussi un mammouth filmé en Sibérie dont tu veux nous parler. Pourquoi? En fait, pourquoi? Tu as lancé un peu tantôt l'expression pourquoi le caméraman n'a pas filmé ma séance de fantômes. Ben oui, et là, puis je sais pas ce qu'il filmait. Oui, parce que et t'as dit le mot un peu, parce que au moment où on filme des films actuellement, on dirait que tout le monde a une caméra sous la main. En fait, on a à peu près tous une caméra sous la main. On a même intégré à notre téléphone. Mais même toi, t'aurais pu prendre ton téléphone puis filmer, tu sais, cheap, mais tu filmes pareil. Ben oui, mais la balle, Benoît, la balle qui est passée devant Qui est où moi, la balle? ça a pas passé pendant 5 minutes. C'est ta blonde qui a lancé ça. C'est bon. Mais donc, c'est ça. Donc, on a plein de films comme ça qui apparaissent à gauche et à droite, qui sortent, et en particulier sur YouTube, et on ne connaît pas trop les sources de ça. Et c'est un peu ce dont je vais te parler aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs éléments à propos de ça. Commençons d'abord par cette nouvelle du mammouth, comme tu le dis. Ouais. L'affaire commence, en fait, le 14 février dernier. Il y a à Londres un journal, The Sun. C'est un tabloïd de sensation. C'est un peu l'équivalent ici du Weekly World News ou National Enquirer. Donc, on voit un peu le genre. Toujours de la nouvelle très sérieuse. Très fiable. On le sait, dans le film Les Hommes en Noir, ils allaient chercher leur information là-dedans. Donc, dans le tabloïd de Sun, on publiait un vidéogramme, donc une image vidéo tirée d'un film apparemment tourné en Sibérie, dans une région isolée de la Sibérie. Et l'image, en fait, le film lui-même, montrait une sorte de gros éléphant poilu traversant le lit asséché d'une rivière au départ, et puis ensuite on le voit rentrer dans l'eau, et puis il continue son trajet. L'image, toujours d'après le Sun, aurait été croquée sur le vif alors qu'un employé du gouvernement sibérien, le gouvernement de Russie, se trouvait dans la région pour y filmer des environnements qui devaient être destinés à un projet d'aménagement pour routier. Alors évidemment, les images, le vidéogramme et le film se sont vite retrouvés sur YouTube et se sont mis à circuler, comme tu l'imagines, à la vitesse grand V. Il faut dire que depuis longtemps, on entend toutes sortes de rumeurs venant surtout de ces régions isolées de la Russie. Ouais, des hommes poilus là, sur YouTube, il y en a. Là. Il y a des femmes aussi. Ça manque pas. Hey, oh! S'il te plaît. C'est l'équipe olympique de poids lourds. Lever des haltères. L'ancienne Europe de l'Est, là, oui. OK, donc il faut dire que depuis longtemps, on a de cette région de la Russie toutes sortes de rumeurs voulant que des mammouths bien vivants aient été observés par des gens locaux. Et tout ça, bien sûr, alimente l'intérêt des cryptozoologistes, donc ces gens qui s'intéressent à ces animaux non reconnus ou non découverts par la science. Alors évidemment, lorsque des images comme celle-là apparaissent, ça fait toujours un peu sursauter, ça alimente les sujets de conversation. Et puis là, bon, évidemment, ces images-là circulent sur YouTube. Il faut quand même rappeler que le mammouth a réellement existé dans ces régions de la Sibérie, du nord de la Sibérie, où à une époque, il était excessivement répandu. Les mammouths sont, pour ceux qui l'ignorent, le descendant des éléphants. C'est un animal qui faisait jusqu'à 3 mètres de haut, 5 mètres de long. Et c'est lui qui faisait la douche dans les pierres à feu. Voilà, exactement. Ah, et ouais. il est mort. En fait, on croit que les derniers mammouths se sont éteints il y a à peu près 40 000 ans. Quand même. Donc, ces images circulent, elles alimentent la controverse, mais là, il y a un os dans la soupe. Voilà qu'il y a quelques jours, le réalisateur de ces images, un certain Ludovic Petto, c'est lui qui a tourné les images de la fameuse rivière en question. Et évidemment, il a pris la parole sur Internet en disant « Attention, j'ai filmé la rivière, mais quand je l'ai filmé, il n'y avait pas de mammouth à l'intérieur. » Donc, ce type-là est un vidéaste, il fait du documentaire. Il se trouvait à ce moment-là dans une région qu'on appelle les Sayan Mountains, en Sibérie. Il y tournait un documentaire sur la région. Il a tourné cette fameuse rivière et il ne sait pas trop comment, mais les images de la rivière lui ont été visiblement volées par des petits plaisantins qui se sont amusés à y ajouter Donc c'est faux. en image de synthèse un mammouth traversant le lit de la rivière. Encore une fois, donc,
on a été dupé par YouTube. Et ce qui m'amène en fait à cette nouvelle des ovnis sur YouTube. En fait, quand je dis ovnis, on pourrait aborder aussi toute la question du surnaturel sur YouTube. Il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que des gens m'écrivent et me demandent « Voici un nouveau vidéo, voici un nouveau truc, qu'est-ce que vous en pensez? » C'est vrai que ces dernières semaines, on a vu beaucoup de films d'ovnis se multiplier. Hein. Par exemple, il y en a eu à Seattle, Los Angeles, Dublin, au Chili, en Argentine. Ces films montrent bien sûr d'étranges formations lumineuses dans le ciel qui se déplacent. Et puis bon, évidemment, je te dirais que sur le plan visuel, beaucoup de ces films-là sont très intéressants. Mais c'est à peu près tout ce que l'on peut en dire, parce que dans le domaine du paranormal, il faut toujours se rappeler que si on n'a pas de source, on n'a pas de crédibilité. C'est toujours ça un peu le problème avec YouTube. C'est-à-dire qu'on a une série de films, on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas les vidéastes, on ne sait pas dans quelles circonstances ça a été pris. C'est lancé comme ça en vrac et on faudrait y adhérer. Mais c'est difficile d'adhérer à ça quand tu n'as pas plus d'informations. Et les amateurs d'OVNI nous disent, pas de source, pas de crédibilité. Et encore là, même en connaissant les sources, faut toujours se méfier d'un film. Il y a des gens qui considèrent qu'un film devient une preuve. Un film n'est jamais une preuve. La fraude est toujours possible. Et même quand on connaît les circonstances, les propriétaires des images. Et j'ai quelques exemples à te donner là-dessus. 2 exemples, en fait, très particuliers. Le premier concerne un objet qui a été photographié au début des années. On en a déjà parlé brièvement à l'émission. Au début des années 90, il y a en Belgique une vague d'observations d'OVNI sans précédent. Et là, en fait, la vague commence en 1989, elle s'étire au début des années 90, donc 90, 91. Et au milieu de cette vague, voilà qu'un résident d'un petit village qui s'appelle Petit-Rachin va prendre une photographie de ce mystérieux objet dont je te tends la photo. Les gens à la maison qui nous écoutent n'ont simplement qu'à taper Petit, comme Petit, Rachin, R-E-C-H-I-N sur Internet. Ils vont vite voir cette photo. Parce qu'en Belgique, ce que l'on observait surtout, c'était des triangles volants avec à chacun des angles une lumière très brillante, au milieu une lumière rouge qui clignotait. Donc c'était surtout ce type de témoignage qu'on enregistrait à l'époque. Et puis voilà que au printemps de 1990, ce résident de Petit-Rachin prend cette photographie. En fait, c'est une diapositive qu'il prend. La diapositive va se retrouver entre les mains de la SOBEPS. C'est une organisation d'études sur les ovnis qui se trouve en Belgique. Et là, on va commencer à faire des analyses là-dessus. On connaît donc le témoin, on connaît les circonstances de la prise de vue, on connaît la longueur focale, le type d'appareil utilisé. Et toute l'analyse de ça va arriver à la conclusion que cette photo est impossible à truquer. C'est une photo fantastique, merveilleuse. C'est la preuve ultime de l'existence des ovnis. Coudonc. Coudonc, voilà que l'an dernier, le propriétaire de la photographie, le photographe, qui à l'époque était âgé de 18 ans, mais aujourd'hui, donc, on est 30 ans plus tard, a avoué qu'il ne s'agissait simplement que d'un morceau de coroplaste avec des lumières, des ficelles qu'il avait suspendues dans son jardin et clic-clac, il a pris quelques photos de ça. Et puis voilà, le monde s'est emballé autour de cette photographie. Donc, même en connaissant les circonstances, on connaissait le propriétaire de la photo, donc le photographe, les circonstances et tout ça. Et malgré tout ça, on a réussi finalement à duper les gens. Donc, une photo n'est jamais une preuve en tant que telle. Non, de toute évidence, c'est pas la première fois. Et il faut faire toujours attention aussi aux gens qui sont les propagandistes de ces images-là. Un autre exemple très connu dans le domaine des ovnis. Après la pause. OK. OK, avec Christian Page, on revient sur ces ovnis, cette épidémie d'ovnis sur YouTube. Sur YouTube, c'est ça, parce que si YouTube est une belle fenêtre ouverte sur le monde, parce que ça nous amène des images des 4 coins de la planète, c'est également c'est la porte aussi ouverte à l'escroquerie, le canular, la manipulation. Et c'est vrai qu'avec l'avènement du numérique, tu comprends que l'on peut facilement à la fois créer des images, rajouter des images. On le voit avec l'histoire du mammouth qui a simplement été rajouté dans le lit de la rivière. Et même si on connaît les sources, parce que ce que les ufologues, les experts nous disent, pas de source, pas de crédibilité, mais même dans le cas où on connaît les sources, c'est pas toujours facile de faire un tri, de séparer le bon grain de l'ivraie. On le voit avec la photo de Petit-Rachin, par exemple, ou une photographie donc d'OVNI prise en Belgique dans les années 90, où on connaissait bien les circonstances de la prise de vue, on connaissait le photographe, et malgré tout, pendant presque 30 ans, ces photographies ont circulé jusqu'au jour où le bonhomme nous dit, écoutez, je vous ai bien eu, une claque dans le dos, c'était en fait un morceau de coroplaste avec 3 ou 4 lumières là-dessus.
Et il faut toujours aussi se méfier des experts qui nous arrivent et ils nous disent, voici, on a étudié ces images-là, elles sont impossibles à reproduire. On a toutes sortes de grands, un pléthore d'experts. Ah, pléthore, oui. Oui. Donc, tu vois, un spécialiste de l'optique, c'est souvent un individu, un petit malin qui réussit à comprendre comment le trucage a été fait. Je me rappelle, par exemple, à la fin des années 80, il y a eu toute une série d'observations d'OVNI en Floride, à Gulf Breeze, qui se trouve dans le nord de la Floride, près de Pensacola. Et à ce moment-là, il y avait des photographies qui avaient circulé, prises par un certain Ed Walters. Et je me rappelle l'une de ces photos, on voyait un ovni au-dessus de la route et on voyait le reflet de lumière de l'ovni se refléter sur le pavé. Il y avait tout eu un groupe d'experts qui était venu nous dire que ces photographies étaient impossibles à truquer. Il y avait même eu un spécialiste de l'optique de la US Navy, wow. Un certain Bruce Maccabee, qui lui avait dit que c'était impossible parce que Ed Walters, le photographe, avait utilisé un appareil Polaroid et c'était impossible de faire une double exposition sur ce type d'appareil. Il a fallu un petit malin simplement qui arrive, qui regarde un appareil Polaroid, voit qu'en mettant un ruban adhésif sur une sorte de petite clip à l'intérieur, on empêchait la photo de sortir. Donc, il suffisait simplement de photographier un modèle, se retourner, enlever le ruban adhésif et regarder la rue et prendre une photo de la rue. Et là, la photographie sortait du magasin. Bingo, on avait fait une double exposition. Alors que tous les experts nous disaient que c'était impossible, il fallait un petit malin pour voir comment ça se faisait. Donc, tu vois, faut toujours un peu se méfier de ces experts qui nous disent, voilà, on a une photographie qui était impossible à reproduire. Ensuite de ça, il faut aussi se dire qu'il y a souvent des photographies qui sont des erreurs d'interprétation. C'est pas que la photo est truquée, mais l'interprétation est un peu erronée. Et je t'ai amené ici un exemple de 2 photographies qu'on retrouve souvent sur Internet, dans YouTube, et on va essayer d'en finir avec ça. Donc la première photographie, tu vois, c'est ma rutilante décapotable qui j'ai hâte de ressortir. Ça, c'est ta poubelle? Et tu vois, elle est entourée de bulbes lumineux. Ben oui. Hein? Ça, les gens qui s'intéressent aux fantômes ou surnaturels appellent ces bulbes lumineux des orbes. Et évidemment, prise autour de ma Chrysler Sebring, c'est pas très mystérieux. Mais j'aurais pris une photographie comme celle-là dans un lieu supposément hanté et immédiatement les gens se seraient mis à dire ce sont des esprits, ce sont des fantômes. En fait, ces orbes, ces boules lumineuses, ne sont que des particules en suspension dans l'air, des particules d'humidité ou encore même des insectes qu'on va photographier et avec le flash, ils vont créer ces sortes de bulbes lumineux, ces boules lumineuses qui ont l'impression, qu'on a l'impression qu'ils flottent comme ça dans le vide. Mm-hmm. Mais c'est un effet qui est provoqué, c'est un effet ponctuel, un artefact qui apparaît sur des images. C'est curieux parce qu'il y a 20 ou 30 ans, nos parents qui développaient de telles photos les jetaient aux poubelles. Aujourd'hui, on les garde. Oh, j'ai photographié des orbs. La photographie d'en dessous. J'ai jamais dit ça, là, mais je te crois. La photographie d'en dessous, en fait, était prise sur mon patio arrière. Et dans les années 80, on a vu apparaître dans le domaine du surnaturel la légende des rods. Les rods étaient des sortes d'insectes, oui, c'est toujours d'ailleurs, à en croire cette légende, des sortes d'insectes longs, avec une aile en espèce de voilure, qu'on ne voit jamais à l'œil nu. Ces insectes se déplacent tellement vite, sont des insectes surnaturels, faut-il croire, ils se déplacent tellement vite qu'ils n'apparaissent que sur des photographies et des bouts de film. Évidemment, quand on a commencé à parler des rods, je me suis posé, moi, la question, tu sais que les insectes ne passent que 30% de leur temps en vol. Hein, le reste, 70% de leur temps, ils le passent à butiner sur une fleur ou sur un barreau de galerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un orbs, pas un orb, mais un rod sur une fleur? Jamais. Y a-tu quelqu'un qui a déjà frappé un rod avec son windshield, dans son windshield? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que... Mais si tu tapes, par exemple, Benoît, sur Internet, le mot rod, tu vas voir des milliers de photographies de ces supposés insectes qui se déplacent tellement vite qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et la photographie que tu vois en dessous, c'est une photographie que j'ai prise sur mon patio. J'ai simplement allumé la lumière arrière, ce qui a attiré évidemment plein d'insectes. Et j'ai pris mon appareil numérique et j'ai photographié et bingo, 2 magnifiques orbs qui deux rods, oui, qui en termes plus communs, on appellerait ça des man. Ce sont donc ce sont simplement tout des... ça pour ça. Ah oui, en fait, les rods ne sont simplement que des insectes qui sont captés sur des appareils numériques et la façon dont l'image est enregistrée crée cette erreur ponctuelle. Une sorte d'hallucination visuelle où on a l'impression de voir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais dans le fond, ce ne sont que des
Vilaines. Des vilaines mannes. Juste des grosses bébites. Ce sont des éphémères comme ça qu'on retrouve, qu'on photographie. Merci. Voilà. Bon retour, Christian Page. Ça m'a fait plaisir, Benoît. Puis on se refait ça la semaine prochaine, avant ta conférence. Merci à Larry, à François, à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Il y a Paul Oud. Non, c'est pas Paul Oud, c'est Jean Pagé qui sera là après les infos. À demain.